Bonjour. Bon, comme c'était promis la dernière fois que je vous ai parlé des pH dans le dernier cours, oui, je comprends que ça fait très longtemps qu'on a fait ce cours, mais quand même, on est de retour. Sauf que après une grande réflexion, j'ai pensé qu'au lieu de vous parler juste du pH, j'ai essayé de faire un cours aujourd'hui qui est un peu avancé sur tout d'abord la définition des acides, la définition des bases, et comme ça on ne reste pas dans les bas niveaux parce qu'il y a certaines demandes qui m'ont contacté en privé et qui ont demandé des concepts un peu avancés. Alors aujourd'hui, si vous voyez le menu, brûlure d'estomac, nature des acides et des bases, donc on va retourner et réexpliquer la nature des acides et des bases. La définition des acides et des bases, sauf que maintenant, on ne va pas rester seulement limité à la définition de Bronsted. Acide et base de Lewis, donc il y a une autre personne qui a donné la définition, sa propre définition des acides et des bases. On va parler de l'auto-ionisation de l'eau et le pH, et on va parler de la force des acides et leur constante d'ionisation. Donc, la nature des acides. Donc, déjà, comme j'ai expliqué l'autre fois, avec un tableau qui est un peu similaire, les acides ont un goût aigre, ils neutralisent les bases, donc un acide mélangé avec une base, il va le neutraliser. Il dissout la plupart des métaux, donc les acides réagissent pas mal avec les métaux. Si vous prenez n'importe quel métal et vous le mettez dans un acide, bien évidemment, le métal va se dénaturer, il va commencer à réagir avec l'acide. Il va faire virer le papier tournesol du bleu vers le rouge. Donc, le papier tournesol, il est bleu. Si on est dans un acide, il va devenir rouge. La base, le goût est amer. Il est glissant au toucher. Alors, si vous voyez le savon, par exemple, il est glissant au toucher, neutralise les acides et, entre parenthèses, comme je l'ai expliqué dans le cours 3, les bases ne réagissent pas avec les métaux. Sinon, on sera incapable de laver nos vaisselles avec le savon qu'on utilise dans la cuisine. Parce que, vu que c'est une base, ils ne réagissent pas avec les métaux, alors on peut se permettre de laver nos vaisselles avec le savon. Il fait virer le papier tournesol du rouge vers le bleu, c'est-à-dire du rouge au bleu. Et c'est le rouge, il va la mettre au bleu. Alors, je prends certains exemples d'acide HCl, c'est un acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique, il est un acide fort. H2SO4, l'acide sulfurique et l'acide phosphorique, H3PO4, sont des acides forts et en plus sont des polyacides. Alors, juste entre parenthèses, on dit polyacide tout simplement parce que H2SO4, par exemple, il peut me donner H plus plus HSO4 moins. Et là, le H2SO4, il joue le rôle d'acide. Donc, c'est sa première activité. HSO4 à son tour, HSO4 à son tour moins, il peut jouer le rôle d'une base en captant l'H+, et reconstituer l'H2+, mais il peut aussi jouer le rôle d'un acide en donnant un H+, plus SO4 de moins, bien évidemment, aqueux. Tout ça, c'est dans un milieu aqueux. Donc, on dit que H2SO4, il est capable de libérer 2 fois le proton H+. Donc, c'est un polyacide. H3PO4, il est capable de libérer 3 fois le proton H+. Donc, c'est aussi un acide, c'est un polyacide. Il y a les acides carboxyliques dont je vous ai juste mentionné l'autre fois, que j'ai mentionné l'autre fois, mais on n'est pas allé plus loin dans les acides. Alors, il y a 2 exemples que j'ai présentés ici, l'acide citrique et l'acide
acétique. Alors, si vous voyez ici, en général, ces acides, ils ont un radical. Si vous voyez ici un radical, ou bien ici, il y a un radical, et il y a un carbone, donc c'est doublement lié avec O et simplement lié avec OH. Et le radical, bien évidemment, vient toujours de ce côté. Alors, on avait dit que ces acides, ces composés, ces molécules, ces acides, c'est parce que l'oxygène qui est électronégatif, plus électronégatif, rappelez-vous du cours numéro 1, on a dit que l'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène. Donc, l'oxygène, il attire le doublet électronique vers lui. Et cet oxygène, lui aussi, il attire, donc il y a double attraction de ce doublet électronique. Et donc, ce doublet électronique se trouve déplacé vers l'oxygène. Et par conséquent, l'hydrogène H+, le proton H+, devient facile à partir. Alors, le proton H+, devient tellement facile à partir. Et par conséquent, ce composé joue le rôle d'un acide. Mais en général, les acides carboxyliques sont des acides qui sont faibles, ce ne sont pas des acides forts. Bien évidemment, leur force dépend de plusieurs critères. Alors, définition d'Arrhenius. Alors, Arrhenius avait donné une définition, il a dit qu'un acide est un composé qui produit des protons H+. Comme l'autre fois, quand on a défini l'autre fois Arrhenius, une base, c'est un composé qui produit des ions OH-. Sauf que cette définition reste un peu limitée parce qu'elle est incapable de répondre à certaines questions telles que, par exemple, NH3, celle-là est une base, mais la définition d'Arrhenius, il dit qu'une base, il doit libérer l'ion hydroxyde OH-. Et NH3, elle n'est pas capable de libérer cet ion hydroxyde. C'est pour cela qu'il y a d'autres personnes qui sont venues et qui ont donné la définition d'un acide. Mais maintenant, si on se limite juste à la définition d'Arrhenius, on voit ici des exemples. HCl, il me donne un proton H+, plus un chlore Cl-, un anion. Et NaOH, il me donne le Na+, plus un OH-. Donc, l'ion hydroxyde. Donc, ça, c'est un acide selon Arrhenius. NaOH est une base selon Arrhenius. Alors, si on fait l'addition des deux demi-équations, si on fait l'addition des deux demi-équations, on va avoir ce qu'on appelle l'équation globale qui est ici, qui regroupe les deux. Et bien évidemment, on voit que le H+ ici, et c'est rassemblé avec le OH- pour nous donner une molécule d'eau. Et le Na+, c'est rassemblé avec le Cl- pour donner un sel. NaCl, c'est vraiment le sel de table qu'on utilise dans notre cuisine. Alors, comme je l'avais mentionné, NH3 est incapable de me donner l'ion hydroxyde OH-, mais pourtant, il joue le rôle d'une base. C'est pour cela, il y a M. Bronsted qui est venu, il a apporté une petite modification sur la définition d'Arrhenius. Et il a dit qu'un acide
est un composé donneur de proton H+, celle-là n'a pas changé. Mais pour lui, une base, c'est là où il est différent de la définition d'Arrhenius. Alors, une base, c'est un composé qui va accepter le proton H+, et par conséquent, si je prends un H3 et je lui ajoute un proton H+ à queue, il va me donner l'ion ammonium NH4, excusez-moi, NH4 plus à queue. Donc, ici, selon Bronsted, celle-là, il joue le rôle d'une base. Alors, selon la définition de Bronsted, on voit que HCl, il me donne un proton H+, plus un anion, Cl-, et donc HCl est considéré comme un acide. Mais l'eau ici, en captant le proton H+, il va me donner H3+, donc l'eau ici, il va jouer le rôle d'une base, comme c'est mentionné ici dans la diapositive. Et bien évidemment, quand on regroupe l'ensemble, on additionne les deux demi-équations, on obtient une équation qui est globale. Je m'excuse, je vais boire un petit peu d'eau. Alors, un autre exemple, H2O ici, il joue le rôle d'un acide, il me donne le proton H+, plus ou H-, mais le NH3, il accepte ou bien il capte le proton H+, pour donner NH4+. Alors, l'équation globale, on voit que H2O ici, il joue le rôle d'un acide et sa base conjuguée, c'est OH-, OH- est la base conjuguée de H2O. Et par conséquent, le couple acide-base qu'on va avoir ici, c'est H2O slash OH-. Ça, c'est l'acide et ça, c'est la base conjuguée, c'est-à-dire issue de l'acide. Et bien évidemment, NH3, il joue le rôle d'une base et NH4+, c'est son acide conjugué. Alors, le deuxième couple, c'est NH4+, à queue slash NH3. Alors, ça, c'est l'acide et ça, c'est sa base conjuguée. Alors, si tu vois, toujours dans une réaction globale, on va avoir la base qui est ici, je vais la mentionner, je vais vous la montrer. Alors ici, il y a la base NH3 et voilà son acide conjugué. Et si tu vois ici l'eau, c'est un acide et voilà sa base conjuguée. Donc il y a toujours, en général, si vous voulez parler dans le cas général, il y a toujours dans l'équation globale, on va trouver l'acide 1 plus la base numéro 2. Ils vont me donner l'acide 2 plus la base 1. Alors l'acide 1 avec la base 1, c'est le couple acide-base. Et la base 2 avec l'acide 2, c'est un deuxième couple acide-base. Alors, par après, il y a d'autres éléments que ni Bronsted, ni Lewis n'étaient capables de démontrer est-ce que ce sont des acides ou bien ce sont des bases, telles que BF3. BF3, selon Bronsted, selon Lewis, on ne peut rien dire sur ce composé. Est-ce que c'est un acide? Est-ce qu'il joue le rôle d'un acide? Ou bien est-ce qu'il joue le rôle d'une base? Mais Lewis
Alors, Lewis est venu avec une troisième définition, c'est-à-dire troisième degré. Lewis, il a dit qu'un acide de Lewis est une entité chimique qui a une case vacante. Bien évidemment, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire une case vacante, il faut bien évidemment faire son cours de chimie générale. Dans le cours de chimie générale, on parle de la configuration électronique des éléments tels que, quand on fait par exemple, si je prends l'oxygène et le carbone qui a 6 électrons par exemple, il est 1s2, 2s2, 2p2. C'est-à-dire l'orbital S, il y a 2 électrons, il est plein, l'orbital 2s, il est plein, ça c'est 1s2, 2s2, et l'orbital P, il y a un électron dans l'orbital PX, un électron dans l'orbital PY, mais on a l'orbital PZ qui est vacante. Donc, si je prends par exemple le carbone, elle a une case vacante ici. Cette case vacante, il peut recevoir des électrons, des doublés électroniques. Ça, c'est juste un petit rappel, ou pour ceux qui n'ont pas fait la chimie générale, pour comprendre ceci, ils doivent faire cette partie du cours, les configurations électroniques dans leur cours de chimie générale. Continuons. Une base de Lewis est une entité chimique donneur d'un doublé. Alors, si je prends par exemple l'azote dans NH3, si je prends NH3 comme exemple, NNH3, alors l'azote, dans sa structure externe, c'est-à-dire sa configuration électronique externe, elle a 5 électrons de valence. On va trouver que lui, on l'appelle un doublé. Un doublé libre. Et celui-là, je vais le mettre en rouge. On les appelle des électrons non liants. Ce sont des électrons non liants. Alors, les hydrogènes sont des électrons NH3. Alors, c'est l'hydrogène, il vient ici avec, carrément, je vais mettre avec son électron pour faire une liaison avec l'azote. Le deuxième hydrogène vient avec son électron pour faire une liaison avec l'azote. Et le troisième hydrogène vient ici pour faire une liaison avec l'azote. Mais quand même, l'azote, il a un doublé libre. C'est pour cela, le NH3, vous le schématisez comme ça, ou bien vous le schématisez de cette façon. Soit qu'on met un trait pour le doublé électronique, ou bien dans certains ouvrages, on trouve qu'il est mentionné comme ça, c'est-à-dire qu'il a un doublé électronique, qu'il est capable de donner ce doublé non liant. Alors, vu que l'azote dans la molécule NH3 a un doublé non liant qu'il est capable de partager, on l'appelle une base selon Lewis. On va voir des exemples d'acides de Lewis. Alors, si je prends le BF3, comme je vous ai parlé tantôt, alors le B, il y a un fluor ici, il y a un fluor ici, il y a un fluor ici, et lui, il a une case vacante. Si je prends le cas du fluor, le fluor, c'est un halogène. Il a 7 électrons de valence. Alors, le fluor a 7 électrons de valence. Alors, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais quand je dis F-,
F-, il a gagné un électron supplémentaire. Donc, F-, il a un autre électron. Et ce doublé, il va aller se positionner dans cette place-là et on va avoir, donc, le fluor moins, il se considère comme une base de Lewis et BF3, il a une case vacante, il se comporte comme un acide de Lewis. Et en fin de compte, il va me donner ceci. Alors, B, fluor, fluor, fluor. La case vacante est là et l'autre fluor va venir ici. Même les autres fluors, ils ont la même chose. Et je vais avoir le doublé non-liant que j'ai marqué ici en noir et en rouge. Il va aller occuper cette case vacante. Et bien évidemment, c'est ce qu'on fait, nous, quand on fait B, F, 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 et on fait ici F. Mais le tout devient négatif parce que le fluor moins, ce fluor-là, il a apporté un signe moins. C'est celui-là. Alors, ce moins-là, c'est vraiment le moins que nous avons ici et le moins que nous avons mentionné ici. Alors, il y a bien évidemment d'autres exemples comme le Hg+. Alors, Hg+, c'est un atome qui a perdu un électron. Quand il a perdu un électron, il a laissé une place, une case qui est vacante. C'est pour cela qu'il se considère comme un acide. Et si je prends NH3, il a un doublé. Alors, le doublé va aller se loger dans la case vacante de Hg et Hg, il a deux cases vacantes. Alors, il peut acquérir, il peut accepter doublement NH3 et il va y avoir le plus qui est ici de Hg+, parce que rien ne se perd, rien ne se crée, le tout se transforme. Donc, même au niveau électronique, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors maintenant, si je prends des molécules agissant comme acide, alors je prends le BF3, alors c'est un acide de Lewis, je prends AlCl3, donc l'aluminium, lui aussi, il a des cases vacantes. Si je prends SO3, le soufre a des cases vacantes. Par contre, si je prends O2-, c'est un oxygène qui a gagné 2 électrons, donc il va avoir 8 électrons de valence dans sa couche périphérique. Alors le doublé qui est en rouge va aller se loger dans la case vacante. Alors certainement ici, on a ici, au niveau du soufre, il y a une case vacante. Et ce doublé électronique, il va venir, il va aller se loger dans la case vacante pour former cette liaison que nous avons ici. Et bien évidemment, les 2- qui sont là, ce sont les mêmes qui sont ici. Et on va voir SO4, 2-. D'accord? C'est ce qu'on trouve dans le composé acide H de l'acide sulfurique H2SO4. Donc, il me donne 2 protons H+, et SO4, 2-, ben, c'est celui-là. Alors, il y a les cations agissant comme acide. S'il y a un cation, donc un cation, c'est un élément qui a perdu des électrons. Donc, alors, quand on perd des électrons, on a des électrons qui sont logés dans la case vacante. Une fois on perd ces électrons, l'électron part et la case reste vacante. Tel que, par exemple, si je prends le cas de l'aluminium. Alors, l'aluminium, il avait des électrons. L'aluminium, il a plus que 3 électrons.
Sauf que moi, quand il perd cet électron, donc il est effacé, il perd cet électron, bien évidemment, il va laisser les cases où ces électrons se logeaient avant. Donc l'aluminium, en perdant, ça c'est Al3+, l'aluminium, en perdant les 3 électrons, il va se retrouver avec des cases qui sont vacantes et bien évidemment, il va jouer le rôle d'un acide de Lewis. Si je prends H2O, alors H2O, par exemple, si je prends l'oxygène, il a 6 électrons de valence. Donc, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors ici, l'hydrogène vient avec un électron pour former une liaison. L'hydrogène vient ici, ça me donne H2O, mais quand même l'oxygène, il a 2 électrons de valence qui peuvent aller se loger. Un de ces électrons va aller se loger dans une case vacante. Et bien évidemment, une autre molécule d'eau va aller se loger. Et l'aluminium, si vous regardez, comme j'ai dit, quand on voit sa structure, quand on fait la chimie générale, on voit sa structure électronique, on va constater qu'il peut libérer jusqu'à 6 cases vacantes. Donc l'aluminium, il peut accepter 6 molécules d'eau pour me donner Al H2O 6 fois. 6 fois. L'auto-ionisation de l'eau et le pH. Alors, on avait déjà parlé l'autre fois de l'auto-ionisation de l'eau et on avait dit que l'eau est une molécule qui est amphotère. Amphotère, c'est-à-dire l'eau, il peut jouer le rôle d'un acide comme il peut jouer le rôle d'une base. Et il n'est pas le seul. Comme j'avais donné comme exemple l'ion H SO4-, il peut jouer le rôle d'un acide en donnant H+, plus SO4 de moins, comme il peut jouer le rôle d'une base, je lui ajoute H+, et pour me donner H2 SO4. C'est-à-dire HSO4-, c'est un amphotère, il peut jouer le rôle d'un acide comme il peut jouer le rôle d'une base. Alors, si je vois ici, HCl est un acide ajouté à l'eau, il me donne H3O+, plus Cl-. Donc, l'eau ici, il a capté un proton H+, pour se transformer en H3O+. Lui, c'est parce qu'il a capté un proton H+. Alors, il a capté un proton H+, pour se transformer en H3O+. Donc, H2O ici, il joue le rôle d'une base. Si je prends H2O ici, puis c'est H3, alors l'eau, elle a donné, cet ion H-, mais elle a libéré, alors moins H+. Il a libéré un proton H+. Et le proton H+ est capté par un H3 pour donner un H4+. Alors, l'eau, dans ce cas-ci, il a libéré un H+, et ce même proton H+, est capté par un H3. Donc, l'eau va jouer le rôle d'un acide. Alors, vous voyez que l'eau, elle peut jouer les 2 rôles. Et vu que l'eau, elle peut jouer les 2 rôles, alors je prends l'eau H2O bleu, ici, qui a joué le rôle d'une base. Je prends l'eau qui est rouge, qui a joué le rôle d'un acide. Si je l'ai mis dans une même équation globale, alors comme une base plus un acide, ça me donne H3O+, plus OH-. Alors, le bleu, il joue le rôle de la base. Le rouge joue le rôle de l'acide. Et ça, c'est une réaction qui est équilibrée, c'est-à-dire il va dans les 2 sens. Il n'est pas complète. Et vu qu'il est équilibré, alors on parle de ce qu'on appelle la constante d'équilibre.
Alors, un petit rappel. Normalement, quand on a un composé, par exemple AB, ou bien par exemple 2AB, qui va me donner A2 plus B2, s'il est en équilibre, la constante d'équilibre, qu'on appelle la constante d'équilibre, il est égal à la concentration de A2 à la 1, parce que j'ai 1 ici, j'ai 1 ici, fois la concentration de B2 à la 1 sur la concentration de AB à la 2, parce que j'ai un 2 ici. Ça, c'est dans le cas général. Alors, si je prends le cas de l'eau, alors j'ai 2H2O liquide, il me donne H3O plus, AQ plus OH moins. Alors, leur constante d'équilibre, il devrait être égal à H3 au plus fois OH moins divisé par la concentration de H2O au carré. Sauf que la concentration de l'eau est le solvant. Il est tellement grande au point où, mais quand il se dissocie, les quelques molécules qui se dissocient, ceci n'influence pas sur la concentration initiale de l'eau. Alors, celle-là est une constante. Et par conséquent, la constante d'équilibre de l'eau devient KE est égal à seulement H3O plus multiplié par OH. Alors, la concentration de l'eau est déjà introduite dans cette constante. Et cette constante, à 25 degrés Celsius, cette constante, il est égal à 10 à la moins 14 mol par litre. Mol par litre multiplié par mol par litre, alors c'est mol par litre au carré. Et ça, c'est à 25 degrés Celsius. Bien évidemment, si la température change, la constante d'équilibre change. Alors, dans un cours avancé, plus tard avancé, on va voir aussi l'influence de la température sur les constantes d'équilibre. Alors, comme j'ai dit, KE est égal à H3 plus fois H moins, est égal à 10 à la moins 14 mol par litre au carré, et ceci, c'est à 25 degrés Celsius. Quand on a, par exemple, juste l'eau distillée qui s'est décomposée lui-même, alors si je prends juste 2 H2O liquide, qui va donner et redonner H3 au plus AQ plus OH moins AQ. Donc, à T égale à 0, j'ai une concentration, c'est 0 ici, j'ai 0 ici, j'ai 0 ici. À l'équilibre, c'est-à-dire quand l'équilibre est atteint, à l'équilibre, quand je fais les deux flèches à l'équilibre, j'ai C0 moins X, donc il y a X mol ou bien moins 2X. Il y a 2X mol qui vont se décomposer de l'eau, et ici va y avoir X mol, X mol. Ça c'est X mol, X mol. Alors je déduis que dans cette solution, je vais avoir la concentration de H3+ est égale à la concentration de OH-. Et dans ce cas, la solution est dite, neutre. C'est une solution qui est neutre. Vu que le produit, je vais l'écrire ici en rouge, vu que le produit H3 au plus fois OH moins égale à 10 à la moins 14, rapidement et mathématiquement, et vu qu'il y a égalité, on déduit que la concentration de H3 au plus est égale à la concentration de H moins égale à 10 à la moins 7 mol par litre.
on déduit que la concentration est égale à 10 à la moins 7 mol par litre. Alors ici, c'est ce que nous avons ici. Dans une solution acide, si la solution est acide, bien évidemment, j'ai plus de H3O+ que de OH-. Donc, les H3O+ vont dépasser les 10 à la moins 7, vont être supérieurs, et le OH- va être inférieur, mais toujours le produit des deux, qui est égal à KE, est une constante qui ne change pas à 25 degrés Celsius, bien évidemment. Si la solution est basique, H3O+ est inférieur à 10 à la moins 7, OH-, la concentration de OH- est supérieure à 10 à la moins 7. Alors, si je prends ici comme exemple d'application, bien évidemment, pour vous, vous pouvez arrêter la vidéo et vous essayez de faire l'exemple d'application avant qu'on le corrige ensemble. Donc ici, c'est déjà mentionné à 25 degrés Celsius, 100 ml de solution aqueuse à une concentration en OH- de 6,5, 10 à la moins 2 mol par litre, et on nous demande de calculer la concentration de H3O+. Alors, on sait déjà que à 25 degrés Celsius, KE qui est égal à H3O+ fois OH- est égal à 10 à la moins 14. Or, la concentration de OH- est égale à 6,5, 10 à la moins 2, c'est-à-dire que la concentration de H3O+ va être égale à 10 à la moins 14 divisé par 6,5, 10 à la moins 2, qui est égal à 1 sur 6,5, 10 à la moins 12. Donc, il suffit de calculer 1 divisé par 6,5. Alors, 1 divisé par 6,5 égale à 0,15. Alors, si je peux dire que si je multiplie par est égal à 15,38 10 à la moins 10 mol par litre. Et vu que la concentration de H3O+ est inférieure à 10 à la moins 7, donc la solution est basique. Est basique. Alors maintenant, on va aller voir certaines notions de base, certaines définitions. Alors j'espère que vous, en mathématiques, vous avez déjà fait la fonction logarithme. Sinon, ça prend un autre cours de rappel pour savoir c'est quoi la fonction logarithme. Mais ici, en chimie, on parle de logarithme décimal à base 10. Ce n'est pas le logarithme népérien. Alors, le pH, par définition, toujours avec un P minuscule, H majuscule, est égal à moins logarithme décimal de la concentration de H3O+. Le pOH est égal à moins log de la concentration de OH-. Le pKe, donc toujours P se traduit par logarithme de KE. Ici, si je prends ces définitions, bien évidemment avec une connaissance de base de la fonction logarithme, je vais voir qu'on avait dit que la concentration, ici je vais effacer ça, vous les avez déjà au tableau, juste parce que j'ai un petit tableau et en même temps je ne veux pas sortir du cadre. Alors, on avait dit que KE est égal à la concentration de H3O+, multiplié par la concentration de H- est égal à 10 à la moins 14. Alors, si je rentre logarithme ici de KE, il est égal à logarithme
et j'ouvre une parenthèse, concentration d'OH3+, fois la concentration d'OH-, et il est égal à logarithme de 10 à la moins 14. Nous, on sait que log de A fois B est égal à log de A plus logarithme de B. On va appliquer ceci. Donc, logarithme de KE est égal à logarithme de H3 au plus logarithme de OH-. Il est égal. Une autre chose, logarithme de 10 à la x est égal à x. Donc, ici est égal à moins 14. Parce que c'est un logarithme à base 10. Maintenant, ce que je vais faire, je vais rentrer un signe moins sur toute l'équation. Donc, je vais mettre un moins ici. Donc, un moins ici. Ici, ça devient un moins. Et ici, ça devient un plus. Et par conséquent, je vais avoir moins logarithme de KE, c'est le PKE. Moins logarithme de H+, c'est le pH. Plus, moins logarithme de OH-, c'est le POH. Alors, on a toujours, dans une même solution, à 25 degrés Celsius, pH plus POH est égal à PKE et qui est égal à 14. Alors, je vais arrêter le cours ici parce que ça devient un peu long. Il y a bien évidemment beaucoup d'autres concepts. J'aimerais juste ajouter une petite chose, que le pH est égal à 7. La solution elle est neutre. Pour un acide, le pH est inférieur à 7 et pour une base, la pH est supérieur à 7 parce que quand la solution elle est neutre, H3O+ est égal à 10 à la moins 7, donc moins log de 10 à la moins 7 est égal à 7. Si le pH, si la concentration de H3O+ est supérieure à 10 moins 7, moins log de 10 à la moins 7 va être inférieur à 7 et le pH va être inférieur à 7, donc c'est acide. Si la concentration de H3O+ est inférieure à 10 à la moins 7, la solution est basique, donc, et le pH va être supérieur à 7 parce qu'il y a toujours le signe moins. Alors, je vais arrêter le cours ici. Et dans un prochain cours, on va essayer d'avancer un petit peu et d'apprendre davantage sur les acides et les bases.